Vas-y. Tu sais, je lis beaucoup. Hein? Je lis beaucoup, je connais pas. Alors, la Louisiane. Les Houmas, les derniers Indiens francophones. Alors, voici la Louisiane telle qu'elle était au XVIIe siècle. Très grande, du Canada jusqu'au sud des États-Unis. Et la Louisiane, aujourd'hui, c'est seulement ce petit morceau, cette petite botte. Que vous voyez juste ici. Alors, qu'est-ce que c'est ça? La Louisiane au XVIIe siècle. Ah, La Louisiane française. tout ça, c'est territoire français? Ancien territoire français? Maintenant, c'est la Louisiane américaine. Seulement ce petit morceau. Alors, qui sont les Houmas, ces derniers Indiens francophones des États-Unis? C'est une tribu amérindienne native de la Louisiane. Ce sont les cousins des Apaches et des Sioux. Vous avez sûrement entendu parler des Apaches et des Sioux si vous regardez n'importe quel film américain. Dr. Quinn, un médecin. Non? Oui. Ils occupaient les plateaux au-dessus du confluent du Mississippi, de la rivière Rouge, ainsi que la future ville de Baton Rouge. Ils étaient agriculteurs, donc sédentaires. Ça leur a permis de développer la musique, la danse, l'art, le sport et la religion. Leur temple était décoré de splendides sculptures peintes et un feu sacré y consumait les os des chefs les plus vénérés. Leur temple, du coup, l'écrevisse aux pinces dressées était leur emblème de guerre et la plume d'aigle leur emblème de paix. L'écrevisse aux pinces rouges. Voici l'écrevisse aux pinces rouges dressées qui était leur emblème de guerre. Du coup, les Houmas ne mangent pas d'écrevisses, c'est leur emblème de guerre. Ils mangent seulement des écrevisses s'ils n'ont que ça à manger. S'ils ont autre chose à manger, ils ne mangent pas d'écrevisses. Ils parlent le français vieux de 3 siècles. Ils parlent le français de Montesquieu. Et ils ont ainsi sauvé certaines expressions, comme par exemple s'épailler pour s'étendre. Moi, je ne dis pas s'épailler, c'est s'étendre. Catin pour poupée. Catin pour moi, ça veut dire constituer. Espérer pour attendre, comme en espagnol, espérer pour attendre. Char pour automobile. Icite pour ici. Et au bout pour au bout. Si vous avez eu l'occasion d'entendre parler des Québécois, si vous avez entendu déjà parler des Québécois, les Québécois disent par exemple icite. Ils ne disent pas ici. Petite différence comme ça. Ils ont un accent très proche de ceux des Québécois aussi. Ils ont appris la langue française et l'ont transmise oralement. Du coup, la grande majorité des Houmas ne savent ni lire ni écrire le français, mais ils le parlent toujours. Alors, du coup, pourquoi parlent-ils français? Ils parlent français parce que l'explorateur français La Salle les aurait rencontrés en 1682. Seulement, ce n'est pas le premier à les avoir rencontrés, car l'espagnol De Soto faisait déjà allusion aux Houmas dans ses cartes dès 1540. La Louisiane française. Au XVIIIe siècle, lors du conflit qui opposa les deux grandes puissances européennes, donc l'Angleterre et la France, les Houmas ont pris le parti des Français. Après cette guerre qui a duré 7 ans, les conséquences ont été désastreuses pour la Nouvelle-France et aussi pour ces Houmas qui ont soutenu les Français, car ils ont dû subir les représailles des Anglais et ils ont dû se replier et aller dans le sud de la Louisiane, dans les paroisses françaises, les paroisses de Terrebonne et la paroisse de La Fourche. Alors ici, sur la carte, vous avez Terrebonne et La Fourche. Vous voyez? On ne voit pas très bien sur cette carte. Tout au Terrebonne aussi. Oui, Terrebonne et La Fourche. Moi, je vois très bien sur l'ordinateur, mais sur l'écran, c'est pas très clair. Alors, du coup, ensuite, la Louisiane américaine. Après
Après la vente de la Louisiane par Napoléon Ier aux États-Unis en 1803, la société francophone louisianaise continua à vivre selon ses règles et à parler français pendant presque tout le XIXe siècle. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'État louisianais a interdit l'utilisation du français aussi bien pour les Houmas que pour les Cadiens et les Créoles de la Louisiane. En 1806, le président Thomas Jefferson a ordonné un recensement de tous les Indiens de la région. Et ses employés, M. Clark et M. Sibley, convoitaient les terres de ces Indiens. Du coup, ils ont déclaré que les Indiens avaient quasiment disparu du territoire, et ça leur a permis de s'approprier les terres des Indiens. Du coup, ils se sont appropriés, M. Clark s'est approprié environ 10 000 hectares de terre près de Burnside. En 1820, sous la conduite de leur chef la plus célèbre, Madame Rosalie Courteau, les Houmas se sont réfugiés plus au sud. Ils ont établi leur village de Chufuuma, là où se trouve aujourd'hui la ville actuelle de Houma. La ville s'appelle Houma parce que les Indiens s'appellent Houma. Rosalie, elle a acheté pour son peuple d'importantes surfaces de marais en bordure du golfe. Beaucoup de Houmas se sont installés dans ces endroits et bien qu'ils aient continué à être agriculteurs, puisqu'à la base ce sont des agriculteurs, ils ont dû s'adapter et du coup se mettre aussi à la pêche et à la chasse et sont aussi devenus des trappeurs. Les trappeurs, c'est ceux qui mettaient des pièges. On met un piège pour que l'animal se prenne dans ce piège et ensuite on va pouvoir récupérer l'animal et récupérer toute sa peau pour la revendre ensuite. Parce que si on y tire dessus, la peau sera abîmée, tandis que là, on n'abîme pas la peau. Du coup, la peau a plus de valeur. On va pouvoir revendre les fourrures. La découverte du pétrole aussi, ça a été une nouvelle spoliation. On leur a volé leurs terres et on continue de les voler avec le pétrole, puisqu'ils ne voient pas la couleur du pétrole qui est trouvé sur leurs terres. Du coup, vous avez la ville Houma. Oui, vous voyez, juste au-dessus, la Nouvelle-Orléans, la ville la plus importante, et puis Bâton Rouge, juste au-dessus. Voilà, vous avez la Nouvelle-Orléans, une agglomération de plus d'1 million d'habitants, c'est le plus gros point noir, et au-dessus Bâton Rouge, et la ville de Houma, comme ils sont très peu nombreux, ne figure même pas sur la carte. René Robert Cavelier de La Salle. Qui était ce monsieur? C'était un monsieur qui est né à Rouen, en Haute-Normandie, le 22 novembre 1643. Il est mort le 19 mars 1687 dans le sud de la colonie française de Louisiane, dans l'État américain actuel du Texas. L'explorateur voyageur, il a parcouru les grands lacs des États-Unis, du Canada, puis le fleuve du Mississippi, et a ainsi découvert des territoires situés entre la ville de Saint-Laurent et le delta du Mississippi. Donc on attribue le fait d'avoir découvert cette tribu Houma à M. Lassalle, mais en réalité des Soto en parlaient déjà dans ces cartes, et on l'a ici, des Soto que vous connaissez, qui est né en Extrémadure en 1496. Il serait né à Barcarota ou à Jerez de los Caballeros, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est mort en 1542, le 21 mai, dans l'actuel Arkansas, donc au-dessus de la Louisiane. C'était un conquistador et explorateur espagnol. Alors qu'il était encore adolescent, il a participé à la conquête de l'Amérique centrale aux côtés des premiers gouverneurs de Panama, Pedro Arias Dávila, et il a ensuite rejoint Francisco Pizarro au début des années 1530 lors de cette conquête de l'Amérique du Sud. En 1539, De Soto a entrepris le plus grand voyage, la plus grande première expédition coloniale espagnole. Alors ça a été une grande entreprise qui lui a fait traverser tout le sud-est des États-Unis actuels à la recherche d'or et d'un passage vers la mer du Sud qui ouvre les voies de la Chine. Il a poursuivi ainsi les mêmes objectifs que Juan Ponce de León en 1513, Lucas de Ayllón en 1526 et Panfilo de Narváez en 1527. De Soto, il meurt de fièvre, du coup, en 1542, sur la rive occidentale du Mississippi, dans le village indien qui est nommé Huachoya,
proche de l'actuelle MacArthur dans l'Arkansas. Et là, j'ai une petite vidéo qui ne va pas fonctionner. J'ai une autre vidéo et je les mettrai à la fin. Voilà. Du coup, comme le dit David Pujadas sur la vidéo que l'on verra à la fin, puisque là, elle ne fonctionne pas, les Houmas sont environ 17 000. La plupart d'entre eux résident le long des bayous. Les bayous, c'est une photo de bayou, ici, dans le sud de la Louisiane, en bordure du golfe du Mexique. 50% d'entre eux parlent français. Les bayous, c'est une région marécageuse du sud de la Louisiane qui forme un réseau navigable de milliers de kilomètres. Alors les Houmas, ils vivaient dans des maisons de lataniers qui les protégeaient du froid et de la chaleur. Ces maisons rectangulaires étaient autrefois disposées autour... Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est la tanière? Latanier, c'est un arbre qu'on va voir juste après. J'ai une photo juste après. Ah oui. C'est un arbre très grand, très beau, très majestueux. C'est ce qui permettait de faire les toits des maisons, ce qui permettait de refroidir en été, il ne faisait pas trop chaud, en hiver, il ne faisait pas très froid, grâce du coup au latanier. Alors, donc ce type de maison est resté en usage pendant les années, jusque dans les années 50 pendant l'été. Et à cette époque, les Houmas ont hésité à se faire reconnaître car ils avaient peur de se faire parquer en réserve ou de se faire déporter sur le chemin des larmes, l'exil forcé par le gouvernement américain des Indiens vers le territoire des Indiens connus aujourd'hui sous le nom d'Oklahoma. Du coup, si on les prend et qu'on va les parquer avec d'autres Indiens dans la région d'Oklahoma, ils risquent de perdre leur identité, leur histoire, le fait de parler français et tout ça. Du coup, ils hésitaient, ils avaient peur d'être séparés les uns des autres et de se retrouver avec d'autres Indiens qui ne parlent pas français. Du coup, ils ont choisi de rester sur leur terre, dont personne ne voulait. À l'époque, personne ne voulait. Et absorbant peu à peu les tribus des Louisianes qui disparaissaient peu à peu. Le latanier, c'est cet arbre. L'artisanat a joué un rôle crucial dans la vie des Houmas. Les feuilles de latanier leur ont procuré des toits protecteurs contre la chaleur et le froid. Avec ces mêmes feuilles, ils ont produit aussi des chapeaux, des paniers et des balais. Jusqu'au début du siècle, les Houmas fabriquaient des sarbacanes pour chasser des petits gibiers et la mousse espagnole a fourni de confortables matelas et des rembourrages de sièges de voitures. Aujourd'hui, elles ne servent plus guère qu'à faire des poupées. On fait encore des objets, ils taillent du bois, ils font des pirogues, des petites sculptures de toutes sortes. L'économie. À l'origine, les Houmas étaient agriculteurs. Ils n'étaient pas pêcheurs, ils n'étaient pas chasseurs, ils étaient agriculteurs. Ils ont dû s'adapter à la vie de chasseurs-pêcheurs pour pouvoir survivre dans les bayous. À défaut de l'ours et du bison aujourd'hui disparus, ils chassent le crocodile, le canard et ils pêchent des crevettes, du crabe et de l'écrevisse. Les Houmas ont toujours été d'excellents constructeurs de pirogues et de bateaux de pêche. Aujourd'hui, les chantiers navals emploient beaucoup de Houmas. Bien sûr, aujourd'hui, en plus des métiers de pêcheurs, chasseurs et artisans, les Houmas participent à tous les métiers comme les autres Louisianais. Ils sont aussi médecins, professeurs, avocats et vivent aussi avec des ordinateurs. Bien que résidant en bordure de champs et de champs pétroliers, ils n'en tirent que peu de bénéfices. On a trouvé du pétrole dans leurs terres, mais bien sûr, le pétrole, c'est pas pour eux et ils ne tirent pas de bénéfices du pétrole. Langue et spiritualité. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Houmas parlaient un langage proche de celui du Choctaw. Cependant, les relations étroites entre ce peuple et les colons français favorisa la diffusion de la langue française. Au cours du XIXe siècle, ils adoptèrent progressivement le français et perdirent avec le temps l'usage de leur langue ancestrale. Au XXe siècle, ils constituaient une ethnie amérindienne francophone. Puis ils ont été victimes de la ségrégation aux États-Unis et ils furent interdits d'école par l'État de la Louisiane. Pendant une grande partie du XXe siècle,
Et cette injustice a favorisé le repli identitaire. Ils se sont repliés sur eux-mêmes puisqu'ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école, puisqu'ils étaient victimes de ségrégation, ils se sont repliés sur elles-mêmes et ça leur a aussi permis de garder la langue française. Aujourd'hui, le peuple Houma revendique son appartenance à la francophonie. Cependant, afin de s'intégrer à la société américaine, les jeunes Houma francophones se mettent à l'anglais qui remplace peu à peu le français, surtout depuis l'ouverture de l'accès à l'école en 1964. En 1964, on leur a permis d'aller à l'école, mais quand un enfant parlait français, il était puni. Du coup, certains parents n'ont pas par la suite appris le français à leurs enfants parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants soient punis à l'école. Et petit à petit, le français se perd. Alors, idéologie et spiritualité. La religion traditionnelle transparaît dans la philosophie de la vie et la vie quotidienne des Houma. Ils prônent l'harmonie avec la nature, le respect et l'amour de la terre et l'eau qui sont à la disposition de tous les êtres humains pour leur usage et il ne faut pas en abuser. Ce sont donc les premiers écologistes. Et l'idée de propriété a été très très difficile à faire entrer dans la mentalité des Houma parce qu'ils considéraient que les ressources naturelles venaient de la terre, donc par conséquent elles étaient pour tout le monde. On ne peut pas s'approprier une ressource de la terre, elle vient de la terre donc elle est à tout le monde. C'est logique. En parallèle avec la religion, donc ces croyances-là, en parallèle avec la religion traditionnelle, ils sont aussi catholiques. Hop, la vie familiale et les enfants. Le sens de la famille est très profond chez les Houma. La famille est plutôt nombreuse. Ils sont unis. On dit aussi qu'ils ont un sens très fort de la vie en communauté, qu'ils sont très hospitaliers, qu'ils habitent dans des maisons semblables aux habitations de beaucoup d'Américains. Pourtant, beaucoup de personnes vivent dans des maisons provisoires ou dans des maisons qui sont en mauvais état suite à la destruction de leur maison par l'ouragan Andrew en 1992. Les enfants Houma sont intégrés dans le style de vie américain. Ils vont à l'école, ils parlent anglais, leurs camarades de classe sont anglophones. Et il y a eu un projet d'école d'immersion pour qu'ils puissent garder le français en 1998, pardon. Et je ne sais pas si ça continue encore aujourd'hui, ce projet. Et ils ont aussi un programme FLS, Français Langue Seconde, depuis 1994. Les plats. Alors vous serez peut-être amené à travailler sur la nourriture acadienne. Eh bien, les Houma seraient ceux qui auraient influencé la cuisine acadienne. Les fruits de mer locaux, le maïs, les herbes, les épices, des environs faisaient partie intégrale de la nourriture des Houma. D'écrevisse fait exception car c'est un symbole de la tribu, c'est le symbole de la guerre. Il fallait être très pauvre et n'avoir rien d'autre à manger pour en consommer. Aujourd'hui, certains Houma n'en mangent jamais par principe. Le gombo filet, ce plat, l'écrevisse rouge tout au début. C'est le symbole de la guerre pour les Houma, c'est pour ça qu'ils n'en consomment pas. Il faut être pauvre. Si on mange de l'écrevisse rouge, c'est parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'a rien d'autre à manger. Sinon, on n'en mange pas parce que c'est le symbole de la paix, de la guerre. C'est l'aile de l'aigle, c'est le symbole de la paix. On revient sur le plat. Le plat, il est là. Ça s'appelle le gombo filet. C'est un des plats les plus connus chez les Acadiens aujourd'hui. Pourtant, il trouve son origine chez les Indiens du sud de la Louisiane. Le filet est obtenu en pliant des feuilles de saxifrage. Le saxifrage, c'est un arbre. Un arbre. Et voilà, un petit peu de sport. Alors, il existait autrefois chez les Houma des jeux semblables aux jeux des autres tribus du sud-est des États-Unis. L'un d'eux ressemble fort au jet à l'œil. Donc là, première image, le jet à l'œil. L'autre, appelé Chunkei, se jouait avec un gros disque en pierre et des bâtons en bois.
Aucun de ces jeux n'existe aujourd'hui. Par contre, la fabrication de jouets se fait toujours. Il y a encore des personnes qui fabriquent des paniers découpés en mousse espagnole et d'autres encore travaillent le bois et ils font des reproductions des outils qu'ils utilisent en miniature pour les enfants pour qu'ils puissent jouer. Et par exemple, ils font des pagaies et des pirogues. Les pagaies, c'est pour ramer. Pagaies. Et les pirogues, oui. Alors ensuite, 3 questions qui ont été posées à Marie-Françoise Crouch, c'est une universitaire française de la Nouvelle-Orléans. On a demandé à cette madame si la langue parlée par les Houmas était proche de la nôtre. Alors, comme on l'a dit au début, la langue parlée par les Houmas, c'est le français de Montesquieu, c'est le français d'il y a 300 ans. Du coup, elle répond que non, ils ne parlent pas le même français que nous, ils parlent le français du XVIIIe siècle. Ce n'est pas non plus du cajun ou acadien. Les Houmas ont transmis cette langue oralement. Ils ont des structures de langue qui sont fondées sur leur langage d'origine, le choctaw mobilien de la région de Mobile, en Alabama. Il y a eu de nombreux transferts entre les deux langues. Les Acadiens ont tendance à dire qu'ils ont appris le français aux Houmas, mais ce n'est pas vrai car les Houmas étaient là avant les Acadiens. Le français des Houmas est beaucoup plus clair que celui des Acadiens. Le français des Cajuns est encore plus ancien. Donc dans la vidéo, dans les 2 vidéos, vous allez pouvoir entendre parler des Houmas. Ce n'est pas clair du tout, et pourtant elle dit que le français des Houmas est plus clair que celui des Acadiens. Donc c'est pas facile à comprendre. Ensuite, on lui a demandé comment est-ce qu'elle voyait l'avenir des Houmas, comment est-ce qu'elle pouvait l'imaginer. Et elle a répondu qu'il y avait beaucoup de problèmes à résoudre pour les Houmas. Tout d'abord, à cause de la perte de leur territoire due à l'érosion, la dégradation et la transformation du relief causée par les compagnies pétrolières. Ces dernières ont creusé des canaux afin d'accéder au golfe du Mexique et installer des pipelines. Les pipelines, le gros tuyau que vous voyez là, c'est une pipeline. Partout dans les bayous. Alors, puis BP, à la suite de la marée noire de la plateforme Deepwater Horizon, a déversé des produits toxiques dans le golfe, provoquant des problèmes de santé importants à la communauté Houma, principalement les pêcheurs. Parce qu'évidemment, s'ils se nourrissent de la pêche, qu'on va polluer ensuite, ils tombent aussi malades. Du coup, ils n'ont pas pu continuer à pêcher des huîtres et des crevettes qui étaient indispensables à leur survie. Quand on lui a demandé quelles étaient les solutions pour sauver les Houmas, elle a répondu que il fallait que BP reconnaisse ses torts et que BP aide les Houmas à se remettre des dégâts qu'elle a causés. C'est le plus important. Les Indiens n'ont pas les moyens de se battre contre le gouvernement fédéral et les compagnies pétrolières. Évidemment. Alors, du coup, j'ai une première vidéo. Spectacle classique de l'Ouest américain, ce rodéo s'est exilé loin de ses bases, chez les Indiens Chippewa du Nord Dakota, une tribu pas tout à fait comme les autres. Mon nom est Albert Ossac. Je suis un descendant des Français canadiens Et d'Indiens. et Indiens, parce qu'on l'appelle ça là, comme ça. Les ancêtres d'Albert Rossa, les voici, de farouches trappeurs venus du Canada vers 1860. Ils avaient pris pour femmes des indiennes Chippewa. Les Français donnaient l'exemple et étaient plus prompts à accepter le métissage que les Anglais, les Irlandais ou les Écossais. Vous avez pu comprendre un petit peu? Oui. Oui. C'est clair? Non? Ce monsieur dit son nom, il a un nom, je ne sais plus comment, il a un nom très français, et il dit que ses ancêtres viennent du Canada, qu'ils se sont ensuite mariés avec des Indiennes, et que les Houmas, c'est un mélange entre les Français et les Indiens. Et il dit oui, français, sa famille vient du Canada, mais au Canada c'était les Français, et il dit et indien. Et alors le journaliste le fait répéter, il dit indien, sauvage comme vous dites vous autres. C'est ce qu'il lui répond.
Et ensuite, ici, ils disent que les Français étaient plus prompts à se mélanger avec les Indiens que les autres, que les Anglais, les Irlandais, tout ça, qui préféraient rester de leur côté, chacun à sa place. Les Français étaient plus prompts à se mélanger, d'où le métissage. Dans ce coin d'Amérique, ils ont laissé leur nom, leur mode de vie et leur langue, aujourd'hui menacée d'extinction. Ainsi est née la vocation francophone de la réserve de la montagne de la Tortue, une situation à peu près unique sur cette terre indienne où les derniers bisons, jalousement protégés, évoquent les grandes chasses du siècle passé. Bellecour, au cœur de la réserve, est le plus gros village. La langue française y a pris quelques rides, comme ses pratiquants parmi lesquels la doyenne de l'endroit, Rosalie Laflot, 84 ans. Louis Laflot. Un monsieur, c'est ma fille, ça, ma plus jeune fille, a se marier avec un homme nommé Giron Averley. Il était riche? Non, non, on est toujours pauvrement, on est toujours, je vais dire la vérité, on n'était pas riche. On était pauvrement, on n'a jamais besoin. Vous avez toujours vécu ici dans la réserve? Yeah. Toujours? Toujours. Je restais toujours dans la montagne. Toujours avec les métis? Yeah. Vous n'aimeriez pas vivre avec les Blancs? Non, non. Non, je ne veux pas marier avec un blanc, c'est Tabazet. Je ne veux pas dire c'est Tabazet. Je ne veux pas dire en fait. Le blanc, il vous traiterait de sauvage? Yeah, c'est de sauvage. Les Indiens de Bellecour ont gardé un goût très vif pour ces soirées où se mêlent la bière, la bonne chair et la musique. Ces hommes et ces femmes n'ont évidemment plus guère de traits communs avec les tribus indiennes, les Sioux, les gros ventres, les Apaches, les nez percés, qui semaient jadis la terreur parmi les Blancs. Aux danses guerrières, ils préfèrent depuis bien longtemps la gigue et le quadrille de nos grands-mères. Le journaliste demande à la dame, la dernière dame, est-ce que vous souhaiteriez vivre avec les Blancs? Et elle lui répond non, non, elle ne peut pas vivre avec les Blancs, parce que les Blancs disent d'elle que c'est une sauvage et elle préfère rester avec les métis. C'est quand même incroyable. Et ils sont très catholiques. Ils sont catholiques aussi. Il y a beaucoup d'images oui. Au cimetière, dans la nation. Ils ont leur croyance aussi, leur spiritualité, le fait de respecter la nature et tout ça, et en parallèle, ils ont le catholicisme. Et j'ai une autre vidéo, si je la retrouve. Au revoir.